Il y a une véritable volonté de dévaloriser l'héritage des sociétés pré-islamiques pour mieux insister sur les prétendus apports de l'islam à la civilisation conformément à un schéma colonial tout à fait classique et banal. Les musulmans n'ont pas été les premiers à user de cette méthode, ils n'ont pas été non plus les derniers à le faire. Quand je vois que le recteur de la Grande Mosquée de Paris n'est même pas capable de désigner l'Algérie comme une dictature, n'est même pas capable de condamner les excès des sociétés musulmanes, je me demande ce qu'il va réformer en France. Un régime comme l'Empire ottoman n'a jamais été en mesure de déclarer l'esclavage illicite, et ceci jusqu'à la dissolution de cet empire après la Première Guerre mondiale. Les apostats tendent à nos sociétés le miroir de nos propres contradictions. On a fait de l'islam pendant très longtemps l'étendard des minorités opprimées, et voilà qu'on se rend compte qu'il existe une minorité encore plus opprimée entre guillemets, et qui est précisément opprimée par la minorité prétendument opprimée. Aussi longtemps que nous nous acharnerons à reconnaître à l'islam une quelconque validité et légitimité morale, nous ferons toujours le jeu. Bonjour Fergan Aziari. Bonjour Florence. Bienvenue sur la chaîne podcast du Sérif. Merci. Vous venez de publier aux Presses de la Cité un ouvrage passionnant et jubilatoire à plusieurs égards, intitulé « L'islam contre la modernité ». Alors, il fait suite à votre précédent ouvrage, « Les écologistes contre la modernité ». Et je me suis interrogée en le lisant sur le titre. Finalement, vous auriez pu l'appeler « L'islam contre l'Orient ». Car si vous vous en prenez à l'islam dans ce pamphlet plutôt sévère, c'est peut-être pour mieux défendre l'Orient. Vous reprochez à l'islam de maintenir l'Orient et les sociétés qu'il conquiert, presque toujours d'ailleurs par la violence ou la coercition, dans des conditions d'assujettissement qui les empêchent de se développer, de s'émanciper, de se libérer. Vous êtes vous-même un homme de droite, un libéral, un athée revendiqué, qui ne supporte aucune forme religieuse que vous appelez superstition. Et vous ne manquez pas de courage puisque vous avez touché là un point sensible. Aujourd'hui, dans notre société, ce n'est pas seulement en France, c'est en Europe et peut-être partout dans le monde, toute critique de l'islam entraîne des représailles de la part des islamistes. Nous reviendrons justement sur la distinction islam-islamisme, et aussi de leurs alliés, hélas très nombreux, à gauche. Donc, comme vous le savez, nous vivons dans une société où nous nous félicitons de notre liberté d'expression, mais quand il s'agit d'en faire usage, s'agissant de l'islam, là, ce serait une sorte de délit d'opinion. Alors, venons-en à votre démonstration. Vous traitez de l'islam. Vous ne faites pas la différence entre islam comme civilisation et islam comme religion, comme une sorte de variable causale qui expliquerait le retard économique, la violence, l'oppression des femmes, le déficit scientifique, technologie, etc. Certes, les historiens et sociologues pourraient ne pas toujours se retrouver dans votre livre et reprocheront à votre démonstration d'essentialiser l'islam. Sur le plan de la méthode, vous allez glaner ça et là les sources de votre inspiration et de vos citations, passant d'un siècle à l'autre, parfois en mélangeant des auteurs assez différents, voire contradictoires et de périodes différentes. Mais après tout, vous n'êtes pas obligé de vous soumettre aux règles de la méthode pour faire réfléchir et secouer une pensée sclérosée. Et c'est ça qui est jubilatoire dans votre livre. Vous avez donc construit un réquisitoire qui, pour être impitoyable, n'en est pas moins juste. Et donc, Fergan, je voudrais que vous nous expliquiez un peu ce qui a inspiré ce livre, l'écriture de ce livre. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation, chère Florence. Alors ce qui a inspiré ce livre, c'est que, vous l'avez dit, moi je viens de la tradition libérale, donc je suis attaché à cette école de pensée qui est très appréciée en France, comme vous le savez sans doute. Et en tant que libéral, j'ai été amené évidemment à m'interroger sur les dysfonctionnements des sociétés musulmanes et le fait que celles-ci entretenaient quand même avec les principes qui sont les miens quelques conflits, pour dire les choses gentiment et poliment. Et j'y suis d'autant plus sensible à ces dysfonctionnements que moi-même, je suis issu d'une famille d'origine comorienne. Alors moi, je suis né en France, à Paris, mais mes deux parents sont originaires des Comores. Et je pense que quand on est issu de l'immigration postcoloniale, on est nécessairement amené, à un moment ou à un autre, à s'interroger sur les dysfonctionnements qui ont conduit nos ancêtres à l'exil, et en l'occurrence, en ce qui me concerne, à s'installer à plus de 8000 km du lieu de leur naissance pour bénéficier d'une vie meilleure, puisqu'il y a évidemment un lien de cause à effet entre l'incapacité des sociétés en question à offrir à leurs habitants une vie meilleure et leur volonté de migrer vers les sociétés occidentales. Donc ce livre répondait aussi à
à une enquête un petit peu personnelle, à mieux comprendre ma présence ici, alors pas sur Terre, qui est une question existentielle un petit peu difficile à résoudre, mais en tout cas, pourquoi, en effet, mes parents ont ressenti le besoin de quitter leur pays natal pour venir en France. Et en l'occurrence, ce livre part aussi d'un constat qui, je crois, est assez simple à partager. Un constat d'ailleurs que les musulmans formulent eux-mêmes depuis 2-3 siècles, parce qu'ils n'ont pas attendu mon livre pour se désoler de l'état lamentable de leur société. Les musulmans ayant été les premiers à déplorer le déclin de leur monde, bien avant d'ailleurs l'expansion coloniale occidentale, ce qu'on ne précise pas toujours. Les faits, aujourd'hui, quels sont-ils? Le monde musulman est composé d'une quantité disproportionnée de régimes autoritaires et tyranniques où, par définition, la liberté et l'égalité relèvent de la science-fiction la plus totale. Il y a une cinquantaine de pays à majorité musulmane dans le monde. Le nombre de démocraties en terre d'islam se compte sous les doigts d'une main atrophiée. Sur les 1,9 milliard de gens qui peuplent aujourd'hui ce monde musulman, seulement 3% d'entre eux vivent dans des régimes plus démocratiques et libéraux que la moyenne mondiale. Et, cruel paradoxe, c'est dans les sociétés non musulmanes que les musulmans jouissent des libertés les plus étendues. C'est dans les sociétés non musulmanes que leur condition est la moins désagréable, sans que cela n'indispose plus que ça les pseudo-combattants de l'islamophobie. La quasi-totalité des sociétés musulmanes se situe dans la moitié inférieure de tous les grands classements qui s'intéressent à la condition féminine. L'essentiel des minorités les plus discriminées dans le monde, plus de 60%, vivent en terre d'islam, et encore ce chiffre néglige-t-il la question des incroyants, des athées, des libres penseurs qui sont sans cesse évacués des problématiques interconfessionnelles. Les musulmans sont surreprésentés dans les conflits armés. Le palmarès des organisations terroristes les plus meurtrières est principalement composé de groupes d'obédience musulmane. Les musulmans sont surreprésentés parmi les pays les plus touchés par le mariage d'enfants de fillettes mineures, parmi les pays les plus touchés par l'esclavage. Et je pourrais continuer cela pendant une heure, parce que quand on prend tout un tas d'indicateurs politiques, économiques, sociaux, culturels, anthropologiques, on se rend compte en effet que les sociétés musulmanes sont en deçà de tous les standards que nous sommes en droit d'attendre des sociétés modernes et civilisées. De même, la contribution du monde musulman au progrès humain n'est absolument pas à la hauteur de son poids démographique. Le monde musulman, on l'a dit, c'est un quart de l'humanité, c'est seulement 1% de prix Nobel, toutes catégories confondues, et encore ce chiffre est sans doute surévalué parce que beaucoup de ces prix Nobel musulmans ont dû s'exiler dans des pays non musulmans pour s'accomplir, se réaliser. Je pense à Malala, par exemple, qui s'est enfui au Royaume-Uni. Et je me suis intéressé à tous ces indicateurs, et donc ce livre correspond aussi au besoin pour moi de répondre, de questionner les causes de cette catastrophe, parce que je fais partie de ceux qui ne s'accommodent pas de tous ces dysfonctionnements. Alors, disons-le d'emblée, alors vous avez dit dans les sociétés non musulmanes, les musulmans ont le plus de liberté. Et en même temps, on constate quand même que l'augmentation de l'islamisme, c'est-à-dire la volonté d'instaurer la charia et plus largement la société islamique, dont le frérisme, est beaucoup plus actif dans les sociétés occidentales. Donc, si ces sociétés sont tellement arriérées et que les musulmans viennent chercher une liberté ici, pourquoi veulent-ils retourner à un système de coercition? Et ça m'amène à vous poser la question que tout le monde attend, la distinction entre islam et islamisme. Vous ne la faites pas, mais vous vous basez sur une définition du dictionnaire. Alors, je ne fais pas cette distinction entre islam et islamisme parce que je m'intéresse à l'histoire des termes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à une époque très récente, on utilisait dans la langue française les termes islam et islamisme de manière tout à fait interchangeable, à la fois pour désigner la religion musulmane et ses prétentions juridiques, théologico-politiques. Quand, par exemple, Ernest Renan intitule sa célèbre conférence « L'islamisme et la science », il parle à l'époque de l'islamisme comme nous parlerions aujourd'hui du bouddhisme, de l'hindouisme, du christianisme. Ce qui est assez intéressant, c'est d'ailleurs l'islam est la seule religion pour laquelle on a inventé un nouveau terme pour effectivement distinguer les expressions prétendument pacifiques des expressions plus agressives. On ne parle pas de judaïcisme pour désigner
C'est là peut-être que je comprends le raisonnement, mais ce mot désigne une réalité sociale, des courants qui se sont exprimés. Si vous allez aujourd'hui au Maroc ou en Tunisie, on vous dira que les Rouhani, c'est-à-dire les frères musulmans, sont tout à fait reconnaissables parce qu'ils ont une conception de l'islam qui leur paraît différente de la leur. Donc ça désigne, même si ces termes-là n'avaient aucun sens il y a un siècle, aujourd'hui ça désigne une réalité. Pourquoi est-ce que on a l'impression que vous niez un peu cette réalité de l'islamisme? Je pense surtout que cette distinction relève surtout d'un artifice sémantique, c'est-à-dire qu'on a commencé à utiliser cet artifice sémantique à partir des années 70-80. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à feindre une distinction entre d'un côté l'islam qui serait une religion tout à fait libérale, privée et honorable, tandis que l'islamisme seul serait un projet théocratique. Pour moi, cette distinction va quand même à l'encontre de 1200 ans d'histoire et de jurisprudence musulmane. Et il me semble que cette distinction correspondait davantage à une préoccupation politique avant toute chose, c'est-à-dire qu'elle est concomitante à l'accueil de nombreuses populations d'origine musulmane en Europe. Et les Européens, pour de bonnes et de mauvaises raisons, les bonnes, ne pas stigmatiser les populations qui se revendiquaient de l'islam et ne pas les associer systématiquement à tous les courants dangereux qui se manifestaient en Algérie, en Afghanistan, en Iran ou ailleurs. Mais il y a aussi eu, je crois, une volonté de mettre la poussière sous le tapis, de se rassurer excessivement quant à la nature même de la religion musulmane et de ses implications pratiques sur le continent européen. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans seraient destinés par une espèce de fatalité à embrasser le fanatisme et la violence. Cela veut dire simplement que les gens qui se réclament aujourd'hui de la violence et qui, au nom de l'islam, torturent, pratiquent l'esclavage sexuel, malheureusement, ne sont pas infondés à se réclamer des traditions islamiques, ils ne sont pas infondés à se prévaloir d'être conformes à l'orthodoxie. Et vous allez même plus loin, puisque vous dites que l'islamisme est une lecture cohérente des textes et que les modérés, finalement, ce sont des pratiquants inconséquents. Disons que l'islamisme est une vision littéraliste, intégrale, cohérente des textes, c'est-à-dire du Coran, de la Sunna, des hadiths et autres, et que cette réalité-là, nous gagnerions à l'admettre. Et je pense que nous devons cesser d'infantiliser, parce que je crois qu'il y a aussi une profonde infantilisation, un profond paternalisme dans le fait de nier cette réalité. Comme si, finalement, nous ne voulions pas faire confiance dans l'esprit critique des croyants, des musulmans. Et je pense qu'il y a cette tendance néfaste, à mon avis, en Occident, à parler aux musulmans comme s'ils étaient des enfants attardés, incapables de comprendre la vérité. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut faire confiance à la capacité des musulmans à raisonner et à leur tenir un discours de vérité, même si cette vérité ne plaît pas toujours. Alors, parce qu'il en va aussi de leur intérêt. Je comprends votre point. Il me semble un peu contradictoire. D'abord, il faudrait effacer 1400 ans d'exégèse. On sait qu'il y a plusieurs écoles de l'islam, des gens qui se disputent sur le halal, le haram, sur ce qu'il faut faire, ne serait-ce que même sur l'interprétation du Coran lui-même, qui est un livre descendu en arabe, mais sans signe diacritique, de telle sorte qu'on puisse interpréter les mots de diverses façons. Il y a d'ailleurs plusieurs traductions, plusieurs interprétations, etc. etc. Ensuite, il y a tous les commentaires autour de la vie du prophète, qui évidemment est un modèle d'imitation, c'est le beau modèle, mais là aussi, il y a des variations. Il y a aussi un grand souci en islam de rapporter ces faits selon des hadiths donc authentiques ou moins authentiques, de les classer selon leur fiabilité. Donc, qu'est-ce que vous faites de tout ça, premièrement? Deuxièmement, sur la question du paternalisme. Pourquoi est-ce qu'une culture n'aurait pas le droit d'être ce qu'elle est loin du regard des autres sociétés, loin du jugement en fait des autres cultures? Ce n'est pas forcément être paternaliste de dire vous avez le droit d'être comme vous êtes, ce que vous êtes, simplement pas chez moi. Ce n'est pas du paternalisme, c'est simplement accepter dans une certaine mesure qu'il y ait d'autres modèles moins universalistes, du moment que effectivement nos sociétés s'en protègent. Moi, j'appartiens à une tradition universaliste et je considère que ce qui est vrai
dans les pays du Nord est vrai dans les pays du Sud. Donc je ne vois pas pourquoi effectivement je distinguerais les Européens des Arabes des Européens. J'estime effectivement que les hommes sont égaux, sont pareils, et que si la superstition de Mahomet n'est pas bonne dans les sociétés occidentales, elle n'est pas bonne non plus dans les sociétés arabo-musulmanes. Le livre que j'ai écrit n'est pas un livre occidentalo-centré dans le sens où il inviterait les musulmans à s'évaluer au regard des critères de l'Occident. Je fais état des dysfonctionnements des sociétés musulmanes. Je fais état du fait que que les musulmans eux-mêmes ont été les premiers à déplorer leur décadence et leur déclin. Donc c'est bien qu'eux-mêmes ne sont pas satisfaits du monde dans lequel Pas tous, ils sont. Pas tous, mais encore une Il y fois... a quand même 2 milliards de musulmans Oui, aujourd'hui. mais la littérature musulmane qui déplore la déchéance du monde musulman, elle précède l'expansion coloniale occidentale. Donc les musulmans eux-mêmes ont été les premiers à déplorer cette décadence, à ceci près qu'ils n'ont, selon moi, pas toujours été enclins à en tirer les bonnes conclusions. C'est-à-dire pendant très longtemps, les musulmans se sont dit que s'ils étaient dans un état aussi misérable et arriéré politiquement, économiquement, c'est parce qu'ils n'étaient pas assez musulmans. Mais alors comment expliquer que des sociétés qui n'ont jamais été musulmanes ont obtenu de bien meilleurs résultats? Et donc du reste, je reste convaincu, comme le disait Ernest Renan, qu'émanciper les musulmans est le meilleur service qu'on puisse leur rendre dans la mesure où ils sont en réalité les premières victimes de leur religion. Bien avant d'ailleurs l'Occident. C'est d'ailleurs le principal reproche que je formule à l'égard de la théorie du choc des civilisations. C'est-à-dire que je trouve que cette théorie-là minore la violence qu'une culture s'inflige elle-même. Prenons l'exemple du terrorisme qu'on appelle islamiste, mais moi que j'appelle le terrorisme islamique ou musulman. Bon, aujourd'hui, c'est principalement dans les pays musulmans que les terroristes islamiques frappent, et pour une raison très simple, c'est que c'est dans les pays musulmans qu'on trouve le plus de musulmans radicaux pour qui rien ni personne n'est assez musulman. Du reste, de même, la théorie du choc des civilisations, selon moi, minore aussi les résistances internes au monde musulman. Vous voyez ce qui se passe en Iran, c'est quand même assez spectaculaire. C'est un pays, l'Iran, qui a été le premier à succomber aux expansions musulmanes à partir des 7e, 8e siècles. La Perse sassanide est le premier pays qui tombe face aux expansions musulmanes. Et aujourd'hui, l'Iran affiche les niveaux de désaffiliation religieuse parmi les plus élevés de la région, avec de moins en moins de gens qui se disent musulmans. Quand vous prenez l'analyse onomastique, de moins en moins de gens donnent des prénoms musulmans. De plus en plus de gens s'identifient comme étant soit sans affiliation religieuse, soit comme étant athées, soit comme étant zoroastriens, par fidélité à des traditions perçues comme indigènes. Et je pense que l'islam est une religion qui n'est bonne pour personne en réalité. Et moi, je vous avoue que je suis un tout petit peu gêné, pour ne pas dire agacé, quand j'entends tous ces non-musulmans qui ne se convertiraient à l'islam pour rien au monde, mais qui prêchent pour les autres une superstition qu'ils savent néfaste pour eux-mêmes. C'est cela la condescendance, c'est cela ce que j'appelle le véritable racisme. Pourquoi prêcher pour l'autre des valeurs que l'on sait mauvaises pour soi? J'appelle ça le syndrome Pierre Loti. Vous savez, Pierre Loti, cet écrivain français qui va au Maroc, qui regarde ce pays et qui se dit c'est magnifique ce pays, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas de presse, il n'y a pas de parlement, le sultan a tous les pouvoirs, c'est beau, c'est archaïque. Mais en revanche, c'est pas bien pour lui, c'est-à-dire que c'est bien pour les autres. Lui, il dit à la fin, bon, c'est vrai que moi, en tant qu'occidental, c'est un environnement qui est un petit peu rude pour moi, donc je rentre chez moi parce que, mais vous, restez comme vous êtes, absolument, restez dans cette arriération. Donc les gens qui raisonnent ainsi, selon moi, se croient sincèrement islamophiles, se croient sincèrement altruistes. En réalité, ils ne le sont pas. C'est-à-dire qu'ils ont pour les musulmans la même affection que le touriste qui se promène dans un zoo et qui s'éprend de ses animaux en cage. Alors, c'est sûr que prêcher, c'est évidemment, c'est parfaitement ce que vous décrivez. En revanche, vouloir l'émancipation des musulmans, est-ce que c'est pas ça, le paternalisme? Absolument pas. C'est, je pense, simplement vouloir le bien d'autrui. D'ailleurs, c'est à la fois, comment dire, une attitude altruiste et en même temps égoïste, parce que évidemment que l'islam pose aussi des problèmes aux sociétés occidentales. Et le paradoxe, en réalité, c'est que l'islamisation de nos sociétés, par exemple, n'est dans l'intérêt de personne aujourd'hui, ni dans l'intérêt des gens de droite qui seraient attachés à une certaine culture chrétienne, ni dans l'intérêt des personnalités de gauche qui sont attachées à un certain idéal progressiste. Quand on voit effectivement comment le monde musulman a traité ces éléments les plus progressistes, on est quand même en droit
de s'interroger sur le sort qui serait promis aux éléments progressistes dans des sociétés de plus en plus islamisées, ni même dans l'intérêt des musulmans. J'insiste là-dessus, puisque comme c'est dans les sociétés non musulmanes que les musulmans jouissent des droits et des libertés les plus étendues, eux-mêmes n'ont pas intérêt à un processus qui aboutirait de facto à la destruction des institutions dont ils bénéficient. Alors, je ne crois pas qu'on puisse, disons, faire entrer dans l'ensemble des critiques de ce qui se passe dans le monde musulman uniquement des gens qui prêcheraient pour qu'ils gardent leur islam tel qu'il est. Mais vous n'avez pas répondu tout à fait à ma question tout à l'heure de l'exégèse. 1400 ans d'exégèse, de controverses, etc. à l'intérieur du monde musulman, est-ce que ça compte ou pas? Comment expliquer à ce moment-là l'enculturation de l'islam dans les sociétés islamistes? Et c'est vrai que l'islam arrive généralement violemment, et ensuite il se calme un peu, il s'enculture, il se mélange à la culture locale, et ce sont des forces internes de la dynamique propre de l'islam, et qui est peut-être là effectivement le cœur du problème, qui ensuite les radicalise. Mais je dirais que ça se fait par cycle. Donc comment est-ce qu'il faut vraiment tout jeter dans l'islam, ou est-ce qu'il faut simplement, dans les sociétés où il pourrait menacer la démocratie, le domestiquer? Alors, vous avez raison de rappeler que l'islam, pas plus que n'importe quelle autre civilisation, n'est un bloc monolithique. Il y a des courants, il y a des courants tout à fait contradictoires, il y a un pluralisme interne, mais ça, cela vaut pour toutes les cultures et toutes les sociétés. Maintenant, force est de constater que cette diversité en matière d'exégèse n'a pas abouti à faire éclore une civilisation démocratique. Donc, première question. Une civilisation, vous voulez dire une société un régime démocratique. Tout à fait. Donc, pourquoi, malgré cette diversité d'écoles de pensée, ces 1400 ans de controverses juridiques que vous rappelez tout à fait à juste titre, pourquoi ces 1400 ans de réflexion n'ont pas abouti à faire éclore des sociétés décentes? Première question. La deuxième, c'est que moi, je ne nie pas qu'il existe évidemment en termes d'islam des réformateurs et exégètes courageux qui tentent à leur modeste échelle d'adapter le discours religieux aux exigences de la modernité libérale. Simplement, je suis sceptique sur l'efficacité politique de cette entreprise. Je salue, encore une fois, le courage de ces gens qui prennent des risques considérables, qui prennent parfois le risque d'être désignés comme des hérétiques et des apostats, avec les conséquences parfois mortelles que l'on sait. On a vu des gens qui tentaient de réformer la lecture du Coran et qui ont fini pendus, exécutés, ostracisés. Donc c'est quand même une entreprise qui n'est absolument pas anodine, et je ne jette pas la pierre à ces gens-là, je ne m'en prends pas à eux. Simplement, c'est vrai que je suis sceptique sur l'efficacité politique de leur entreprise. Pourquoi ? Parce que de mon point de vue, les textes musulmans étant ce qu'ils sont, compte tenu du statut qu'ils revendiquent, compte tenu de leur contenu, compte tenu du fait que ces textes sont un condensé de haine, de violence et d'attentats à la dignité humaine. La volonté de civiliser l'islam de l'intérieur à partir des sources musulmanes s'apparente pour moi à un effort comparable à ceux de ces alchimistes qui voulaient jadis transformer le plomb en or. Ce n'est pas une entreprise convaincante. Et je pense d'ailleurs que cet islam des Lumières libéral qu'on nous vend revient à faire beaucoup trop de concessions à la superstition de manière générale. C'est-à-dire qu'on s'enferme dans des arguties théologiques tout à fait bancales. Alors on va se demander si le Coran est créé ou incréé. On va se demander... Ça a été tranché. Hein. Il est incréé. Oui, mais certains veulent effectivement revenir là-dessus. On va se demander si le caractère arabe de la langue coranique ne lui confère pas une dimension humaine qui nous autorise à réinterpréter le meurtre des infidèles de manière allégorique. Donc on va développer toute une espèce de casuistique tout à fait bancale et absurde qui constitue vraiment une offense à la raison. Tout ça pour détourner les musulmans d'une vérité scientifique qui est, je crois, tout à fait simple en réalité, une vérité que n'importe qui peut entendre, c'est que le Coran n'est pas un texte divin, point barre. Ce n'est pas un texte divin, c'est une entreprise humaine. Oh. C'est un texte de l'Antiquité tardive. C'est ça, mais en fait, il est équivoque aussi. Donc, oui, lorsque vous lui prêtez finalement une force qu'il n'a peut-être pas. De la même manière, on va retrouver exactement d'ailleurs ce discours chez les salafistes. Ils vont dire, enfin, dans le Coran, tout est écrit. Vous pouvez parfaitement l'appliquer tel qu'il est. Il n'y a pas d'interprétation. Et vous tenez d'une certaine manière un petit peu le même discours que le salafiste. Absolument pas. Moi, je vais beaucoup plus loin. Je dis que ce Coran n'est pas un texte divin. Je ne pense pas qu'un salafiste dira ça. L'objectif n'est pas le même. Donc, je dis que ce texte... prémices. Non, je dis que ce texte n'est pas divin.
Donc il faut arrêter de feindre la prétendue divinité d'un texte qui ne l'est, qui n'est absolument pas divin, que c'est un texte de l'Antiquité tardive, que c'est Oui, un mais vous dites, texte qui... c'est pas sur ce point que vous dites qu'on ne peut pas l'interpréter de multiples façons, qu'il est très clair, qu'il est complètement irrationnel et qu'il donne des directives tout à fait. Alors, je dis pas qu'il est clair, c'est un tissu de contradiction, vous avez parfaitement raison, et par ailleurs, pour un texte qui se veut Donc, prétendument divin... Donc pourquoi les réformistes, et j'en ai là, pourquoi est-ce que les réformistes ne pourraient pas l'accommoder à leur façon et de façon justement, est-ce qu'il faut isoler l'islam de l'ensemble du monde? C'est-à-dire, regardez aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, c'est la sortie d'un guide pour les musulmans en Occident, sorti par le grand recteur de la mosquée de Paris. Évidemment, personne ne l'a lu, il sort aujourd'hui, mais toute la presse en parle sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et cette presse est très favorable. Donc en fait, ce qu'il se passe, c'est que peut-être que l'islam, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. L'islam peut essayer de convaincre, mais se sert aussi de son environnement pour médiatiser et s'imposer. Donc il est capable de faire travailler les autres. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le marché halal, c'est un peu la démonstration que j'ai fait dans le frérisme, c'est cette tactique particulière qu'on va trouver dans le frérisme qui consiste à faire travailler les autres à son propre profit. Il est évident pour moi, d'après le titre, d'après le glossaire qui lui est en ligne, que l'objectif, c'est bien d'islamiser la modernité, d'islamiser la société, d'adapter en fait la société à l'islam plutôt que le contraire, mais il y a toujours cette ambiguïté et ce double discours chez les frères musulmans. Mais sans l'idiotie, je dirais, des médias et des ignorants dont on a parlé tout à l'heure, je ne pense pas que l'islam ait la force intérieure pour s'imposer de cette manière-là. Donc il faut qu'il y ait l'islam et ses idiots utiles. Donc ce n'est pas que l'islam en fait qui doit être... L'islam a toujours su compter au cours de son histoire sur des idiots utiles pour s'imposer, mais depuis le début des conquêtes musulmanes. On sait par exemple qu'en Espagne, les musulmans se sont appuyés sur les luttes de pouvoir internes à l'Espagne visigothique pour s'imposer. On sait que les Ottomans ont su jouer des divisions en Europe entre François Ier et les Habsbourg pour briser l'unité du front chrétien. Donc il y a toujours eu des idiots utiles en Occident pour mais faire est-ce avancer que c'est pas là que réside la force, plus que dans l'islam mais même? Je pense que parmi l'attitude effectivement qui est celle des idiots utiles, il y a aussi cet acharnement à reconnaître cette religion la moindre validité morale. Et vous parliez tout à l'heure effectivement des réformateurs et des exégèses, et vous me posiez la question de savoir pourquoi je ne croyais pas effectivement en une réforme interne. Moi, j'ai la conviction que aussi longtemps que nous nous acharnerons à reconnaître à l'islam une quelconque validité et légitimité morale, nous ferons toujours le jeu des fanatiques qui pourront toujours se prévaloir d'être les plus conformes à l'orthodoxie. Vous faites donc la différence entre islamisme et... Non, je ne la fais pas. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que les musulmans sont tous voués à adopter une lecture littéraliste de leur texte. Je pense simplement que l'islam libéral, cette chimère-là, condamne les musulmans à des dissonances cognitives insolubles. Alors, on a tous nos contradictions, on a tous nos dissonances cognitives. Mais qui parle d'islam libéral ? Quasiment toute la presse française. C'est-à-dire que ça fait 2 siècles que la littérature française parie sur la possibilité de créer un islam complètement dépouillé de ses dimensions juridiques. Oui, mais je pense que là, c'est une entreprise qui est vaine. Aussi vaine qu'un stalinisme à visage humain. L'islam est libéral. Il y a une possibilité d'avoir du libéral dans l'islam, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais j'aurais cru ces 2 vérités. Moi, je pense que c'est une entreprise qui est beaucoup trop précaire et qui, politiquement, a autant de chances d'aboutir qu'un stalinisme à visage humain, qu'un libéralisme, communisme et autres oxymores qui, pour moi, n'ont pas beaucoup de sens. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ce guide des musulmans en Occident? Alors, je ne l'ai pas lu. Même le titre. Alors, je ne l'ai pas lu. Guider les musulmans en Occident. Je ne l'ai pas lu, donc pour l'instant, je suspends mon jugement quant au contenu effectivement de ce livre que je n'ai pas lu. Mais effectivement, je vous avoue que lorsqu'une initiative vient de la Grande Mosquée de Paris, je manifeste un certain scepticisme. On sait que cette organisation est à la solde d'une dictature, l'Algérie, qui œuvre à la déstabilisation de nos sociétés par l'usage d'une diaspora revancharde qu'on instrumentalise contre la France.
quand je vois que le recteur de la Grande Mosquée de Paris n'est même pas capable de désigner l'Algérie comme une dictature, n'est même pas capable de condamner les excès des sociétés musulmanes, je me demande ce qu'il va réformer en France. Je pense que tout ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est une manière de nous endormir, effectivement, pour retarder la mise en œuvre des mesures adéquates pour freiner l'islamisation de la société. La réalité, c'est celle-ci, c'est-à-dire que nous sommes face à une espèce de course contre la montre, et plus nous attendons, plus nous nous rapprochons dangereusement du point de non-retour, et donc toutes ces forces, comme la Grande Mosquée de Paris, j'assimile ces forces à des puissances qui veulent nous faire perdre un temps précieux, afin que le rapport de force démographique finisse par leur être favorable. Et il est assez dommage, pour ne pas dire autre chose, que les médias français se montrent malheureusement aussi naïfs à l'égard de cette institution. Je pense que si on faisait en Algérie le 10e de ce que la Grande Mosquée de Paris et l'Algérie fait en France, l'Algérie prendrait des mesures. Vous pensez à quoi, par exemple? Mais je pense effectivement aux tentatives de déstabilisation, le fait d'utiliser une communauté comme un chantage, comme pour faire du chantage au vote, le fait, le recteur de la Grande Mosquée de Paris ne s'en cache pas. Quand il est en Algérie, il explique que son job, c'est d'organiser la communauté. Quelle communauté? Il ne pense évidemment pas aux Français. Donc je pense que si un Français faisait le 10e de ce que le recteur de la Grande Mosquée fait en France, en Algérie, je pense que l'État algérien se montrerait beaucoup plus sévère, et je m'interroge aussi sur notre passivité et notre pusillanimité face à ces tentatives de subversion qui sont assumées. Et quelle réponse donnez-vous à cette interrogation? Écoutez, moi, si j'étais vraiment à la place de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, je fermerais cette institution, qui est encore une fois une officine de déstabilisation, et j'en ferai pourquoi pas un musée des cultures pré-islamiques, pour permettre aux Berbères, aux Arabes de réaliser ce que fut leur région avant l'islam. On va vous dire que vous voulez effacer, vous êtes dans la cancel culture? Non, absolument pas, je cherche à exhumer au contraire un patrimoine qui a été le fait de le complètement remplacer, englouti. Vous pourriez faire votre musée à côté. Si, alors à côté, non, puisque effectivement, je pense que l'héritage islamique mériterait d'être complètement écarté. C'est-à-dire qu'on a quand même oublié... Véritablement, Fergan Azziari, véritablement, vous pensez ça, ou vous êtes en colère? Vous pensez vraiment qu'il faudrait supprimer une civilisation? Prenez un pays comme l'Iran. Je l'ai dit, voilà un pays qui est gouverné par une théocratie sanguinaire, où le fait de montrer ses cheveux, de mal mettre son voile, vous vaut d'être assassiné, d'être arrêté et assassiné. Si un pays comme l'Iran, avec la pression politique et théocratique qui existe, parvient à afficher des niveaux de désaffiliation religieuse aussi spectaculaires que ceux que nous voyons. Alors, c'est difficile à avoir des chiffres, mais aujourd'hui, on estime que 33%, si je prends les chiffres du Gaman, qui est un projet de recherche qui tente de sonder les Iraniens, que 33% des Iraniens se disent vraiment musulmans, si j'en crois cette enquête sociologique. On est proche, en fait, du taux de désaffiliation des Européens dans les années 70-80, quoi. Donc, c'est en tout cas les données qui sont produites par le Gaman. Donc, si un pays comme l'Iran affiche des niveaux de désaffiliation religieuse aussi spectaculaires, je ne vois pas pourquoi, nous, en Occident, on ne serait pas capable d'obtenir des résultats similaires compte tenu des espaces de liberté beaucoup plus nombreux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que dans ce livre, j'insiste sur l'histoire des sociétés pré-islamiques. Pourquoi c'est important selon moi? Comme d'ailleurs les salafistes qui parlent de la jahilia, mais vous le renversez complètement. Exactement. La propagande musulmane enseigne que l'islam est né dans une espèce de désert arriéré, putride, anarchique, illettré, polythéiste. Et c'est-à-dire qu'il y a une véritable volonté de dévaloriser l'héritage des sociétés pré-islamiques pour mieux insister sur les prétendus apports de l'islam à la civilisation, conformément à un schéma colonial tout à fait classique et banal. Les musulmans n'ont pas été les premiers à user de cette méthode, ils n'ont pas été non plus les derniers à le faire. En l'occurrence, cette réécriture de l'histoire a eu un effet tout à fait dévastateur.
dans la région, parce qu'elle a entretenu chez les musulmans un profond mépris pour l'histoire de leurs ancêtres avant l'islam, ce qui a fini par persuader les musulmans que l'islam était la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Pour situer cette réécriture de l'histoire, hein, c'est le 19e, 20e siècle, c'est ce qu'on appelle l'islam ou la nada, le renouveau, la réforme. Alors, pour le coup, cette réécriture de l'histoire pré-islamique, on la retrouve dès les premiers siècles de l'islam. C'est-à-dire que l'historiographie omeyyade et abbasside va tenter effectivement de dévaloriser les Oui. sociétés pré-islamiques pour mieux justifier. On n'est pas encore tout à fait dans l'histoire mythique, hein, puisqu'elle est trop proche. Non, L'histoire absolument mythique, pas. Mais ce que je souligne, c'est que cette réécriture, en tout cas, a suscité chez les musulmans un profond désintérêt. Et ce désintérêt, je l'illustre par exemple par le fait que les musulmans ont manifesté un mépris assez incroyable pour les plus beaux vestiges des civilisations pré-islamiques. Quand vous prenez par exemple le site de Pétra en Jordanie, le site de Palmyre en Syrie, les vestiges de l'Égypte pharaonique, ce qui est assez incroyable, c'est que ces vestiges ont attendu l'arrivée d'explorateurs étrangers, c'est ça, donc on est bien dans le 19e. Pour être tout à fait exhumés et déchiffrés. C'est comme si, par exemple, les Arabes, les Turcs et les Afghans avaient manifesté beaucoup plus de curiosité pour les Gaulois que les Français eux-mêmes. Vous voyez, on est face à ce genre d'anomalie. Et cette réécriture de l'histoire, je l'ai dit, a eu un effet dévastateur parce qu'elle a persuadé les musulmans que l'islam était la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Alors que, excusez-moi, quand on se souvient qu'avant l'islam, les Arabes pouvaient donner des empereurs et des impératrices à Rome, des professeurs à Athènes, une reine catholique, quand on se souvient que le monde berbère avant l'islam pouvait donner à la littérature latine des romanciers talentueux, des papes à la chrétienté, quand on se souvient que des siècles avant l'islam, l'Afghanistan pouvait enfanter de magnifiques sculptures gréco-bouddhistes. J'invite vraiment les gens à aller visiter le musée des arts asiatiques à Paris, le musée guillemets des arts asiatiques, qu'ils aillent dans ces salles consacrées à l'art du Gandhara. Et je les mets au défi de sortir de là en se disant que l'islamisation de la région fut une excellente chose. Ça me paraît quand même très difficile et il faut, je crois, engager l'avocat le plus fourbe de la planète pour défendre une telle thèse. Et donc moi, mon vœu le plus cher serait que les musulmans s'adonnent à l'Uchronie suivante. Que serait leur monde aujourd'hui si la prédication de Mahomet avait échoué ? Où en serait-il aujourd'hui si le monde arabo-persan, turc, était resté dans le giron gréco-romain, perse, syriaque, bouddhiste ? Je pense que cette uchronie est salutaire, que l'Iran, précisément, fait partie de ces rares pays qui ont gardé une mémoire pré-islamique très forte, avec un souvenir très vif du prestige de la civilisation perse avant l'islam. Ils ne sont pas sortis de l'islam. Ils ne sont pas sortis de l'islam, mais les Iraniens... Ce qu'ils rejettent, c'est d'abord le régime. On ne sait pas encore... Quand vous regardez les enquêtes du Gaman, il y a une désaffiliation religieuse et aussi une volonté de prendre des distances à l'égard de l'islam en tant que système de valeurs aussi. Je me souviens de ce manifestant de 23 ans, Majid Reza Ranavard, je crois, désolé si j'écorche son nom, qui, lorsqu'il a été condamné par le régime des mollahs, disait une chose extraordinaire avant son exécution: je ne veux pas qu'on prie, je ne veux pas qu'on récite le Coran, je veux qu'on chante et je veux qu'on fasse, que je veux que les gens soient gays. C'est quand même assez fort et c'est, je crois, symptomatique effectivement d'un rejet aussi de la superstition de Mahomet, parce que les Iraniens savent mieux que quiconque que le Proche-Orient n'a pas attendu l'arrivée de l'islam pour être un foyer de culture et de sciences prestigieux. Et c'est d'ailleurs ce que je reproche aux tenants de l'âge d'or de l'islam. Le Proche-Orient... C'est-à-dire aux salafistes. Pas seulement les salafistes, aussi une tendance orientaliste très répandue, et qui nous parle d'âge d'or de l'islam et qui se garde bien de nous rappeler que... Et d'ailleurs, le salafisme s'est nourri de cette littérature orientaliste. Et qui se garde bien de rappeler que le Proche-Orient n'a pas attendu l'islam pour être un important foyer de science et de culture. Alors je ne dis pas que les sociétés musulmanes n'ont jamais été des foyers de créativité, de science, à l'évidence, ce serait une thèse tout à fait excessive. Ce que je dis en revanche, c'est que rien ne permet d'attribuer à l'islam le génie que les savants orientaux, alors tantôt musulmans, tantôt non musulmans, ont pu manifester. Je m'adonne parfois à cette comparaison plus moderne et séculière. Prenez un régime comme l'Union soviétique. L'Union soviétique est devenue aujourd'hui le prototype du régime dysfonctionnel. C'était un régime en effet dysfonctionnel, gouverné par une idéologie dysfonctionnelle. Pourtant, il y avait aussi en URSS des foyers de créativité. On ne peut pas résumer l'histoire de l'URSS au goulag. Mais ça n'a pas duré.
Tout à fait. Mais personne ne s'aventurait, je crois, à attribuer le talent d'un Shostakovich, le talent d'un Solzhenitsyn, le talent d'un Sakharov au système soviétique. Oui, mais le système Et soviétique, je dirais, a été très éphémère, très court. Cette oui, religion-là a plus de 1400 ans. tout à fait. Mais c'est le drame, d'ailleurs, de la région. Et donc, j'applique ce raisonnement à l'islam. Et je pose la question suivante. Une question très simple. Pour chaque Averroès, pour chaque Al-Farabi que le hasard a placé dans le monde musulman, combien d'autres Al-Farabi, combien d'autres Averroès, combien de Léonard de Vinci, combien de Marie Curie, combien de Michel-Ange, combien d'Héloïse et Abélard ont-ils été méthodiquement assassinés, avortés sur les bancs des écoles coraniques? Voilà la question que je pose. Et je pose d'autant plus la question, encore une fois, que l'islam est apparu au Proche-Orient au 7e siècle, c'est-à-dire à l'intérieur de l'un des plus vieux carrefours d'hommes et de peuples civilisés qui soient au monde. L'islam est né avec une cuillère en argent dans la bouche. L'islam s'est emparé de la Mésopotamie, la région qui a inventé l'écriture, la littérature, la sédentarité. L'islam s'est approprié de la Perse en détruisant le régime sassanide qui avait accueilli à l'époque de nombreux éléments païens, chrétiens, nestoriens qui étaient particulièrement versés dans les sciences et la culture antique. On sait par exemple que la médecine arabe va être dominée par des chrétiens pendant plusieurs siècles. On sait que ce sont les chrétiens d'Orient qui ont transféré la science grecque aux musulmans. L'islam s'est approprié très tôt dans son histoire la technologie chinoise de la fabrication du papier, censé leur conférer un avantage Est-ce que c'est pas décisif. une qualité, ça, justement Est-ce que c'est pas une qualité, ça, justement? Cette capacité d'appropriation? Mais c'était la moindre des choses. Je veux dire, attendez, quand vous naissez à l'intérieur du plus vieux carrefour de peuples civilisés qui soit au monde, s'approprier ce legs était la moindre des choses. C'était le minimum syndical. Mais c'est Donc aussi, moi, ça veut dire que peine, c'est si une vous voulez, à religion. m'émerveiller de réalisations qui étaient la moindre des choses. Ce qui est spectaculaire, c'est pas tant le fait que le monde musulman ait su enfanter des Averroès, c'était la moindre des choses compte tenu de l'héritage dont ils ont bénéficié. Les musulmans sont partis avec un patrimoine immatériel d'une richesse incroyable, bien plus riche que celui qui était à la disposition des fondateurs des religions précédentes. Et donc, ce qu'il faut expliquer, c'est Et ils pourquoi l'ont appauvri. une religion qui partait avec autant de privilèges, qui partait avec autant d'atouts, qui partait avec autant d'avantages et finit dans un état aussi lamentable. C'est Alors, ça on qui doit peut inverser retenir notre attention. on peut inverser le processus en se disant pourquoi est-ce que ces civilisations riches et puissantes, etc., se sont laissées coloniser par un islam C'est une bonne question. qui les a appauvries, et est-ce que c'est pas plutôt ça le problème? C'est-à-dire qu'elles étaient déjà en déclin, un petit peu comme ce qu'on voit aujourd'hui en Occident. C'est une dans nos excellente sociétés question et européennes. moi je ne prétends pas avoir toutes les réponses à ces questions. Il est vrai que l'islam a aussi profité des faiblesses internes aux sociétés dans lesquelles cette religion s'est implantée. On sait par exemple que l'islam Est-ce qu'il n'a pas le profité- génie de faire tomber les civilisations qui tombent déjà? Alors, Comme ça se je ne passe sais pas ici. si j'emploierais le mot de génie pour Ah, qualifier. génie, il y a cela. des mauvais génies. Hein. Oui, c'est vrai. Mais alors, c'est vrai que ça fait partie de ces mystères de l'histoire. C'est-à-dire que pour quelqu'un comme moi, d'ailleurs, ça a été quelque chose d'assez perturbant parce que moi, j'ai été, encore une fois, biberonné à la littérature des Lumières. Et quand on est biberonné à cette littérature, on est très pris de cette conviction qu'on va toujours vers le meilleur des mondes. Vous savez que le progrès serait un processus irréversible, irrésistible et que demain sera toujours un monde meilleur. Et c'est vrai que l'islamisation de l'Orient, quand on se penche sur les cultures que l'islam a remplacées, va complètement à rebours et à l'encontre de ce récit naïf et peut-être un petit peu dangereux dans la mesure où il tend à entretenir chez nous un certain laxisme. C'est aussi, à mon avis, ce qui explique que notre attitude, c'est que finalement, on est dans une attitude un petit peu arrogante. On ne prend pas au sérieux. On ne prend pas au sérieux. Voilà. On se dit, voilà, ce sont des gens qui professent une religion qui n'est pas très raffinée. Il n'y a aucune chance pour que cette religion supplante cette magnifique civilisation qui est la nôtre. Sauf que dans l'histoire, il y a des précédents de cultures bien plus raffinées qui se sont laissées supplanter par des traditions bien plus arriérées. Et l'histoire, l'Orient, en ce sens, nous tend aussi un miroir que nous devrions regarder plus attentivement.
Votre chapitre 3 est consacré aux damnés de la terre et vous parlez donc de la colonisation. Alors ce qui est intéressant, moi dans mes travaux, j'ai montré que les frères musulmans, donc considérant que l'empire musulman était en train de s'éteindre, hein, on voit la chute du califat en 1924, ont eu deux réactions. La première, c'est de dire l'Occident est plus fort que nous, technologiquement, etc. Il a perdu son orientation religieuse, etc. Il devient athée, mais aussi parce que nous avons été faibles. Nous avons été faibles parce que nous n'avons pas suivi les enseignements. Nous n'avons pas été assez musulmans. Exactement, nous n'avons pas suivi les enseignements du prophète et de ses compagnons. Et c'est là qu'il y a d'un côté des idées plutôt libérales, on va remettre en question peut-être la question de l'esclavage, il y en a certains qui remettent même en question le voile, etc. Puis d'autres au contraire qui vont renforcer la norme par réaction. Et vous parlez notamment d'un sujet dont les musulmans d'aujourd'hui, les imams, les religieux ne parlent peu, c'est un peu un tabou même au sein du salafisme et du frérisme, cette question de l'esclavage, qu'on voit ressurgir de façon tout à fait explicite aujourd'hui en Afghanistan. Tout à fait. Alors, alors déjà, je me méfie du terme « la colonisation ». Je dis bien dans le livre que la propension à parler de la colonisation au singulier avec l'article défini là constitue une forme de négationnisme, en réalité un négationnisme soft, un peu mondain, qui sous-entend qu'il n'y aurait eu qu'un seul phénomène impérial et que les autres nations non occidentales n'auraient jamais versé dans des intrigues impériales. Et je cite d'ailleurs ce mot que je trouve très juste d'un écrivain socialiste français qui s'appelle Cornelius Castoriadis, qui disait qu'il ne poussait pas naturellement des Arabes sur les pentes de l'Atlas au Maroc et que dans ces conditions, aucun peuple n'est toujours et partout innocent. Et ce chapitre, je l'ai écrit parce qu'en effet, j'ai été toujours un peu agacé d'entendre des gens nous expliquer que la misère du monde musulman serait imputable à la colonisation occidentale, cette fois-ci, comme si les sociétés musulmanes étaient, avant l'arrivée des Européens, des espèces d'Eldorado, droits de l'hommistes, à la pointe du progrès, ce qu'elles n'étaient pas, assurément. On ne peut pas reprocher à Bonaparte le fait que les Égyptiens découvrent l'imprimerie pour la première fois avec l'arrivée des troupes françaises et mettent 20 ans après leur départ pour s'approprier cette technologie. De même, les sociétés musulmanes n'étaient pas des sociétés démocratiques avant l'arrivée des Européens, c'était des sociétés autoritaires, c'était des sociétés stratifiées, esclavagistes, et qui pratiquaient parfois l'esclavage dans des proportions bien plus élevées que celles que nous retrouvions en Amérique. Le califat de Sokoto, très cruel. Le califat de Sokoto, qui était situé dans l'actuel Nigeria, est considéré par les africanistes comme l'un des plus grands régimes esclavagistes de l'histoire moderne avant son démantèlement par les puissances européennes. Et donc au début du XXe siècle, je crois. Tout à fait. Et alors moi, je ne dis pas que les sociétés musulmanes auraient eu le monopole du vice, le monopole de l'esclavage, de la tyrannie, absolument pas. Je fais remarquer simplement que, à la différence des Occidentaux, ils ont été incapables de produire un discours abolitionniste avant l'arrivée des Européens. Il n'y a jamais eu, en terre d'islam, l'équivalent de cette controverse de Valladolid qui, au XVIe siècle, met en scène des théologiens espagnols qui vont s'insurger contre les exactions de leurs compatriotes dans les Amériques. C'est même pire. Non seulement il n'y a pas eu cette controverse, mais même encore aujourd'hui, il ne s'appuie pas sur cette controverse. Il pourrait. Exactement. Il n'y a jamais eu, en termes d'islam, l'équivalent d'un Condorcet, l'équivalent de cette société civile comme la Société des Amis des Noirs, qui a été en France un des bastions de la lutte contre les traites négrières, à tel point que le reflux de l'esclavage en terre d'islam, et c'est là un tabou historiographique, doit presque tout aux ingérences impériales occidentales. Ce sont les Français qui ont forcé les Algériens à renoncer à ce qu'on appelait à l'époque le commerce de nègres en 1848. Et ce fut un processus laborieux, parce qu'on retrouvait encore des propriétaires d'esclaves musulmans dans les environs d'Alger au début du XXe siècle. On retrouvait même des esclaves dans le sud de l'Algérie après l'indépendance. Ce sont les Français qui ont fermé des marchés d'esclaves au Maroc. Ce sont les Italiens qui sont intervenus en Libye. Ce sont les Français qui sont allés aux Comores mettre fin à l'esclavage. Ce sont les Britanniques qui ont fait pression sur l'Empire ottoman afin que celui-ci s'attaque aux traites, pas seulement aux traites négrières, mais aussi aux traites d'esclaves blancs issus de Géorgie, les Circassiens aussi, les peuples du Caucase.
Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'un un régime comme l'Empire ottoman n'a jamais été en mesure de déclarer l'esclavage illicite, et ceci jusqu'à la dissolution de cet empire après la Première Guerre mondiale. 1924. Et donc, la question, c'est pourquoi cette civilisation n'a jamais été capable de produire un discours abolitionniste, alors même, je le rappelle, que l'islam naît 3 siècles après le premier réquisitoire contre l'esclavage que l'on recense dans la littérature universelle, sous la plume de Grégoire de Nice, père de l'Église, qui a vécu dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Donc le Coran débarque, en tout cas le Coran est composé plusieurs siècles après le premier réquisitoire contre l'esclavage, et là on aurait pu s'attendre à ce que les musulmans fassent fructifier l'héritage de l'Antiquité tardive, pour proposer un système de valeurs bien plus civilisé que ne l'étaient les systèmes antérieurs. C'est l'inverse qui se produit, puisque eux-mêmes vont forger un personnage, un prétendu prophète, adepte de l'esclavage et de l'esclavage sexuel, puisque c'est ainsi que Mahomet est dépeint dans des récits hagiographiques, puisque je rappelle que la composition de la biographie de Mahomet a fait l'objet de révisions, de réécritures. On a gommé les traits censés nuire à l'image du prophète, et dans cette opération de blanchiment, on a gardé les séances de torture, on a gardé l'esclavage des enfants et des femmes, on a gardé la pédophilie, les décapitations et la lapidation. Bon, donc à partir du moment où effectivement vous révérez un bédouin esclavagiste du XVIe siècle, c'est quand même un peu plus compliqué d'enfanter une pensée abolitionniste. Et encore aujourd'hui, au XXIe siècle, il est très difficile de recenser dans le monde musulman des monuments qui célèbrent l'abolition de l'esclavage. Moi, je n'en ai pas trouvé. Mais prenez Donc j'aimerais bien, donc peut-être qu'il y en a, mais prenez les jeunes djihadistes qui sont partis de l'école républicaine pour se battre en Syrie. Ils ont prôné l'esclavage, ils avaient cette socialisation-là. Oui, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on ne peut pas parler d'abolition en tant que telle en terre d'islam. On a eu un reflux, on a eu un recul sous influence occidentale, mais à mesure que cette influence recule dans la région, les vieilles traditions reprennent le dessus. Et encore aujourd'hui, à l'heure où nous avons cette conversation, c'est dans les pays musulmans et dans les pays du Golfe que l'on recense la proportion d'esclaves la plus élevée, en tout cas la proportion d'esclavage moderne. Comment vous expliquez les méras, tous ces djihadistes qui sont partis alors qu'ils avaient une socialisation école républicaine, mais pas seulement. Ils n'étaient pas pauvres, ils avaient pas seulement ça, oui. Pas seulement, c'est-à-dire c'est d'ailleurs... Pourquoi est-ce que l'islam, qui est si peu attirant, selon vous, a aussi tellement attiré? Enfin, c'est ça, c'est une de façon question disproportionnée à aussi. laquelle j'avoue que je suis incapable de répondre. C'est-à-dire que vous avez raison, face à un paradoxe assez saisissant qui, moi, me plonge dans l'inconfort. C'est-à-dire qu'on a, de toute évidence une société, une civilisation qui est dysfonctionnelle, à tel point qu'on recense beaucoup plus de musulmans qui migrent vers les sociétés occidentales qu'il n'y a d'occidentaux qui migrent vers la société musulmane. Et c'est en cela d'ailleurs que le relativisme est une impasse, parce que le relativisme n'est pas capable de rendre compte de l'asymétrie en matière d'attractivité. On ne peut pas à la fois dire tout se vaut et dire, regardez, et constater que certains fuient. Toutes les cultures se valent, vous voulez dire? Évidemment, toutes les cultures ne se valent pas. Autrement, on ne verrait pas autant de sociétés de musulmans fuir leur pays natal pour rejoindre le mécréant. Et par ailleurs, le relativisme est aussi contradictoire avec l'idée de progrès. Parce que si on progresse, c'est donc qu'on s'améliore par rapport à un état antérieur moins satisfaisant. Et donc, on ne peut pas dire tout se vaut en disant qu'on s'améliore. Bon. Alors, vous avez raison de rappeler qu'aujourd'hui, l'islam est la religion qui bénéficie de la plus forte dynamique démographique, aussi bien dans le monde que dans les sociétés occidentales. Il y a deux... Et de conversion aussi, je crois. Hein. Il y a les conversions sont quand même plus marginales. L'expansion de l'islam doit quand même majoritairement... l'islam doit essentiellement son expansion à des facteurs, on va dire, démographiques naturels, c'est-à-dire à la fois une natalité très élevée et surtout, et c'est cela qui est un plus important, c'est un faible taux d'apostasie. Parce que si à la rigueur, les populations d'origine ou de culture arabo-musulmane faisaient plus d'enfants, mais avec un taux de transmission très faible, on aurait beaucoup moins de soucis. Donc ce qui importe, c'est qu'il y a un taux de transmission qui est très élevé,
une certaine stabilité des affiliations religieuses, Oui, alors, un juste très faible taux d'apostasie. quand je disais conversion, l'islam ne convertit pas par les cœurs. Il convertit par l'imposition du halal et du haram, du licite et du licite, par la loi. Et même si on observe que les gens ne se convertissent pas tant que ça à l'islam, ils ne prononcent pas la shahada, etc., ils sont de plus en plus adaptés à des sociétés charia compatibles. C'est en cela que la dynamique de l'islam est importante et préoccupante. Oui, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une confusion sur ce qu'on entend par islamisation. Il y a deux manières de concevoir l'islamisation. On peut la concevoir tantôt comme une conversion au dogme de l'islam. Ça serait plutôt le christianisme qui convertit par les cœurs, etc. Et on peut aussi définir l'islamisation comme étant un processus d'intériorisation des normes, y compris d'ailleurs de gens qui ne sont pas forcément de musulmans. changement des normes sociales, des lois, etc., qui font que les gens peu à peu quand par exemple le Danemark, sous la pression de dictature musulmane, vote une loi pour criminaliser le blasphème, voilà un exemple où la norme islamique s'impose sur un État démocratique sans que les Danois se mettent à adhérer à la religion musulmane. Et en même temps, le Danemark est un des rares pays européens qui déclare que la culture danoise doit être protégée des cultures étrangères. Donc c'est très ambigu. Tout à fait. Alors pour revenir en effet à la dynamique démographique du monde musulman, je pense que le point clé, c'est quand même la stabilité des affiliations religieuses et le faible taux d'apostasie, parce qu'il y a un coût de sortie qui est très élevé en réalité. Il faut quand même rappeler que l'islam est aujourd'hui la seule religion où le fait d'y renoncer est passible de mort. Alors pas toujours, avec des nuances, etc. Mais effectivement... Aujourd'hui, vous avez une dizaine de pays musulmans, si ma mémoire est bonne, où l'apostasie est explicitement passible de mort. C'est le cas en Iran, c'est le cas en Arabie Saoudite. Et donc, tout à fait. Alors, c'est pas toujours appliqué, mais effectivement... Mais cette menace, elle plane aussi, pas forcément d'ailleurs du fait des institutions officielles, mais également de l'environnement social. Parce qu'il faut dénoncer exactement. L'islam ne revendique pas de monopole de la violence légitime. C'est à la fois une religion qui est particulièrement autoritaire, mais qui a aussi l'avantage, entre guillemets, d'être décentralisée, de sorte que les normes islamiques peuvent être appliquées par un individu. Il n'y a pas de clergé, c'est ça que vous voulez dire. Il n'y a pas d'autorité centrale. Et donc, n'importe quel djihadiste peut arriver et vous décapiter pour dénoncer votre apostasie. Et donc, au pire, on se fait tuer quand on s'apostasie. Au mieux, on est ostracisé socialement, parce que c'est en cela, effectivement, qu'on peut sans doute expliquer l'efficacité démographique de l'islam. C'est que comme il y a une telle imbrication entre la vie religieuse et la vie sociale et la vie privée, le fait de s'extraire de la religion vous conduit à vous couper de toutes sortes de liens amicaux, familiaux, et donc on en revient au coût de sortie. Et la question de la loyauté quand on vient d'un autre pays, enfin quand Exactement. Les parents, les grands-parents. Et c'est pour cette raison-là, selon moi, que les apostats, surtout dans les sociétés occidentales, doivent faire, à mon avis, l'objet d'une attention particulière, parce que ils font partie des publics les plus à risque et des minorités en réalité les plus on peut même dire que leur liberté de conscience n'est juste pas garantie. Leur liberté de conscience n'est pas garantie. Ils sont obligés de prendre l'anonymat pour prendre la parole sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Et je remarque pour ma part que c'est la seule minorité dont on se fout complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, la gauche qui se revendique de la protection des minorités, jamais vous n'entendrez une prise de parole d'un responsable de gauche. Comment vous l'expliquez d'ailleurs ? Je pense qu'ils n'ont pas l'avantage de la démographie. Dans le chapitre 4, progressiste et bon sauvage, vous expliquez un petit peu ça ? D'une part, effectivement, parce qu'ils n'ont pas l'avantage de la démographie et donc ils ne constituent pas une force démographique très puissante, capable de faire du bruit, donc il y a cette difficulté. Et de l'autre, je pense que l'apostat... Non, je voulais dire dans le fait de ne pas les protéger. Ah oui, pourquoi est-ce que ces populations-là ne sont pas protégées ? Parce que je pense que les apostats tendent à nos sociétés le miroir de nos propres contradictions. C'est-à-dire que ils constituent... On a fait de l'islam pendant très longtemps l'étendard des minorités opprimées. Et voilà qu'on se rend compte qu'il existe une minorité encore plus opprimée, entre guillemets, et qui est précisément opprimée par la minorité prétendument opprimée. Donc tout cela conduit, à mon avis, à un certain inconfort. Et puis il y a aussi le poids de la peur. Moi, j'ai déjà été confronté à des responsables
aussi bien dans les institutions laïques que dans les institutions ecclésiastiques, qui disent qu'en fait, ils ne veulent pas avoir de problème avec les fanatiques et que faire l'apologie de l'apostasie, ou en tout cas accueillir les apostats dans leur communauté, posait aussi un certain nombre de risques sécuritaires. Donc je pense que la peur n'y est pas pour rien. Mhm. La peur, justement, en parlant La de la peur peur. est aussi une forme de condescendance, puisqu'il y a, en raison de la puissance du mythe du bon sauvage, une propension comment dire, à aimer l'indigène à la seule condition qu'il reste à l'écart des normes occidentales. Donc l'apostat, quelque part, c'est la figure du traître. C'est celui qui s'émancipe d'un milieu oppressif et on ne lui pardonne pas toujours. Mais la peur, elle s'est un peu généralisée. On le voit dans la société française depuis Rushdie. La terreur a été installée et la terreur est d'une efficacité extraordinaire dans des sociétés pacifiées comme les nôtres, où il suffit, c'est déjà beaucoup évidemment, d'une décapitation d'un professeur pour que plus de la moitié des professeurs se censurent à l'école. Où est-ce que donc cette terreur imposée par les mouvements islamistes, que moi je n'ai pas, j'ai connu l'islam en Europe sans la terreur. Et c'était autre chose, c'est-à-dire qu'on voyait effectivement des tentatives de libéralisation, même de l'islam. Je ne dis pas qu'il existe un islam libéral, mais il y a des tentatives de libéralisation de l'islam et elles ont complètement disparu. Quel est le rôle de la peur et de la terreur, d'après vous, dans ce processus ? Même si vous, évidemment, à votre âge, vous n'avez pas connu cet islam-là en Europe. Non, je n'ai pas connu cet islam-là. En revanche, on peut dire que dès 89, il y avait déjà donc l'affaire Salman Rushdie qui a quand même été un événement déclencheur. Vous êtes né en quelle année ? 93, moi. Donc je suis né 4 ans donc plus un tard. petit peu après. L'affaire Salman Rushdie, c'était quand même un tournant décisif de ce point de vue-là. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, les sociétés musulmanes se contentaient d'assassiner leurs esprits les plus éclairés à l'intérieur de leurs frontières. Ce qui laissait au moins un petit échappatoire aux gens les plus talentueux. Et en fait, ce que montre l'affaire Salman Rushdie, c'est que désormais, la loi islamique a la capacité de s'appliquer au-delà des frontières de l'islam. C'était là le tour de force de Khomeini à l'époque. C'est le projet des frères musulmans. C'était là un tour de force, effectivement, de dire, voilà, quel que soit le pays où vous habitez, Salman Rushdie était un ressortissant britannique, il est américano-britannique. Je crois qu'il a toujours gardé son passeport indien. Enfin, peut-être qu'il faut vérifier là-dessus. Et donc, voilà un ressortissant britannique qui, au Royaume-Uni, se voit condamné par un barbu à plusieurs kilomètres du lieu de là où il réside, sans possibilité de contester cette sanction devant des instances compétentes ou je ne sais quoi. Et ce qui a rendu cette fatwa... ce qui a garanti l'efficacité politique de cette fatwa, c'est qu'il y avait au Royaume-Uni de nombreux éléments musulmans radicalisés qui étaient prêts à appliquer cette sentence. Et je trouve que cette variable-là, on ne la prend pas suffisamment en compte. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'islamistes ou de musulmans radicaux au Royaume-Uni, cette fatwa aurait eu une portée quasi nulle. Et le fait est que Salman Rushdie s'est senti obligé de fuir aux États-Unis et non pas dans un autre pays européen parce qu'il se pensait davantage en sécurité aux États-Unis. Alors le fanatisme l'a quand même rattrapé puisqu'il a été poignardé aux États-Unis il y a quelques années. Il a survécu à une nouvelle tentative d'assassinat par un musulman chiite d'origine libanaise, me semble-t-il. Mais c'est le début d'une longue séquence. Et ça, c'est le début d'une longue séquence, en effet, de violences djihadistes complètement décomplexées. Psychologique. Une violence psychologique. Psychologique, en effet, puisque à partir du moment où Khomeini a lancé aux trousses d'un écrivain des centaines de milliers de fanatiques, il y a eu une autocensure massive qui s'est installée. Et c'est d'ailleurs de là d'où vient l'affaire des caricatures. On se rappelle que tout partait du fait qu'un artiste voulait faire une bande dessinée, ne trouvait pas de dessinateur pour dessiner Mahomet. Enfin, il avait lancé un concours de dessin. Un concours de dessin. Au Danemark, donc c'est le... Exactement. Le Jyllands-Posten. Exactement. Et ensuite, on a eu l'affaire des caricatures danoises qui
a fait l'objet d'une instrumentalisation par un Par les imam. mouvements fréristes du Danemark. Tout à fait. Et ensuite, on a eu... Et je voudrais d'ailleurs souligner, il y a un excellent livre de Jeanne Favre-Saada, juste sur cette idée qui s'appelle comment faire une crise mondiale à partir de 12 dessins, quelque chose comme ça. D'accord, je ne l'ai pas lu. Qui est remarquable, je le signale, parce que c'est vraiment un des meilleurs ouvrages sur le sujet. Pardon. Tout à fait. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas lu, donc je vous fais confiance. Et aujourd'hui, on a en effet une atmosphère de terreur. Alors, Gilles Kepel parle de djihadisme d'atmosphère pour en effet rendre compte de cette menace diffuse qui plane sur la société. Et on aboutit à une société qui intériorise de plus en plus ces normes islamiques, comme l'a montré, l'a documenté l'ex-inspecteur de l'éducation nationale, Jean-Pierre Robin, qui déjà en 2004 fait état du fait que les juifs ne peuvent plus être scolarisés n'importe où dans le pays qui a été pionnier dans l'émancipation des juifs en Europe. Le fait que le pays de Voltaire, dans le pays de Voltaire, plus la moitié du corps professoral est aujourd'hui amené à s'autocensurer régulièrement de peur d'être confronté à des conflits en lien avec les convictions religieuses de leurs élèves. On a eu l'affaire Mila, cette affaire spectaculaire au cours de laquelle on a été amené à exfiltrer une adolescente du système scolaire de l'une des plus grandes puissances du monde parce que celle-ci s'était moquée en des termes un peu crus d'un être invisible qui ne lui veut pas du bien. Elle a exercé sa liberté d'expression dans un cadre tout à fait licite et elle a été exfiltrée du système scolaire. C'est-à-dire qu'on en est aujourd'hui à un stade où on n'est plus capable de s'occuper des agresseurs et donc on exfiltre sans cesse les victimes et non plus les coupables, ce qui en dit long sur le chemin désastreux que prennent les droits de l'homme en Europe. Et si je puis me permettre, il y a aussi des chercheurs qui ne peuvent plus faire leur travail. Il y a les chercheurs à l'université, je sais que vous êtes sous protection. Même les présidents de l'université entérinent d'une certaine manière les menaces, enfin en tout cas reconnaissent. Moi je suis en effet frappé par le décalage saisissant entre les discours publics et les discours privés. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une autocensure assez incroyable, y compris d'ailleurs parmi la communauté des orientalistes et des islamologues pour des tas de raisons. C'est-à-dire que eux-mêmes ont été très affectés par les polémiques des années 70 sur l'orientalisme qui serait un vecteur de colonisation et d'impérialisme, toute cette littérature post-Édouard Saïd. Mais aussi parce que, on le dit très peu, ces chercheurs doivent aussi entretenir de bonnes relations avec les régimes arabes pour continuer à mener la recherche et que lorsque vous critiquez ce système... Vous n'avez juste plus accès à votre terrain. Vous n'avez plus accès à votre terrain. Donc moi, j'ai été confronté parfois à des gens qui disaient « Voilà, j'aimerais bien signer ta tribune, mais en fait, je dois prendre un visa pour l'Algérie, machin. Et donc, si je signe cette tribune, mon visa, je peux l'oublier. » Enfin, il y a des pressions qui ne sont absolument pas documentées, mais qui existent et qui contribuent aussi à créer une distorsion très forte chez des gens qui sont pourtant, dont la fonction est pourtant de dire la vérité scientifique. Tout à fait. D'ailleurs, ça touche tout le monde académique, on peut le dire. Est-ce que c'est pour ça que vous n'avez pas souhaité faire des études universitaires? Est-ce que ce milieu-là vous a... Non, c'est pas pour cette raison-là. J'étais assez indiscipliné, moi, à l'université, donc j'avais du mal à rester plusieurs heures sur un banc à écouter un professeur, donc j'ai été amené à m'intéresser à ces sujets-là de manière autodidacte. J'ai un immense respect. Vous avez mis 5 ans à écrire ce livre, oui. Vous m'avez dit 5 ans à écrire ce livre, donc c'est le fruit d'un long travail de recherche. J'ai un immense respect pour la communauté des chercheurs et je pense me référer à beaucoup de travaux d'orientalistes et d'islamologues tout à fait respectés. Pourquoi ils ne vous rendent pas l'appareil? Enfin, pas tous. Alors, en privé, si, mais pas en public. C'est-à-dire il y a un petit... En privé, je entretiens évidemment des liens avec des chercheurs sur ces sujets-là qui partagent une partie de mes conclusions. Mais comme je l'ai dit, il y a une autocensure qui s'exerce de manière très forte sur ces sujets-là. C'est pas très courageux quand même. Je comprends leur position, c'est-à-dire qu'ils sont quand même dans une situation assez délicate, mais il y a un risque non négligeable d'être ostracisé quand on dit certaines vérités. Et vous prenez ce risque-là vous-même. J'ai peut-être moins à perdre que certaines personnes. Donc moi, je ne suis pas lié à ces institutions. Vous dites ça, mais vous pouvez être menacé pour ce que vous écrivez. Vous avez beaucoup à perdre. Oui, vous avez beaucoup à gagner, certes, parce que votre livre est brillant, intéressant, mais vous avez aussi beaucoup à perdre. On a beaucoup à perdre, c'est vrai. Et s'il y a une crainte qui est en effet la mienne, moi j'ai moins peur, entre guillemets, des fanatiques que de la désinvolture de mes compatriotes. En tout cas, du risque d'une désinvolture. Après, je tiens quand même à préciser que je reçois beaucoup de soutien
pour la rédaction de ce livre. J'aimerais en effet que ces soutiens soient publics et pas seulement privés, parce que nos adversaires, nos ennemis, ne sont forts que de nos faiblesses, et je pense que la pusillanimité est quand même le premier risque qui nous guette. C'est pour ça que, et c'est le sentiment que j'ai eu tout au long de la lecture de votre livre, que isoler l'islam, c'est peut-être passer à côté du problème. Il y a vraiment dans les relations, enfin dans le milieu, le microcosme qui entoure l'islam, une facilité à se laisser déborder par cette religion et sa norme puissante, sans réagir, avec une certaine lâcheté. Je pense que vraiment on peut dire ce mot. Ces gens qui vous soutiennent mais ne le font pas publiquement, moi c'est aussi mon cas, c'est quand même quelque chose qui nous met en danger très objectivement et qui nous laisse en fait démunis face à cette islamisation. Non, mais c'est une remarque, c'est une bonne remarque. Je me souviens de ce discours de Sophia Aram au Grand Orient de France, où elle disait en des termes un peu crus, si vous vous contentez d'un soutien timide et en privé, allez vous faire voir. Enfin, c'est ce qu'elle disait. Elle disait ça de manière un peu plus vulgaire, mais je comprends ce qu'elle disait. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons besoin que cette lutte soit le fait de toutes les parties prenantes. L'isolement est la pire chose que l'on puisse offrir à ceux qui s'engagent sur ce terrain-là. Donc, c'est un combat qui est transpartisan. Il n'est ni de droite ni de gauche. Il concerne aussi les musulmans qui professent l'islam par un conformisme sociologique, mais qui, au fond d'eux-mêmes, savent pertinemment qu'ils ont fondamentalement intérêt à ce que la religion qu'ils professent ne l'emporte pas dans les sociétés qui sont les leurs. Mais pour venir à la diversité de l'islam, encore une fois, moi, je ne nie pas cette diversité au sein de la communauté musulmane en France, en Europe et même à l'échelle mondiale. Je ne nie pas que les sociétés musulmanes sont plurielles, diverses, qu'il y a des courants de pensée tout à fait contradictoires. Et donc, il y a forcément plusieurs lectures de l'islam. En revanche, quand on se livre à une analyse sociologique, quelle qu'elle soit, on s'intéresse toujours aux grandes régularités, aux grandes anomalies et à ce qu'on appelle les faits sociaux, c'est-à-dire les phénomènes collectifs extraordinaires que la statistique peut isoler. Et le fait est que malheureusement, aujourd'hui, en dépit de la diversité de ces courants que vous mentionnez, les sociétés musulmanes et les minorités musulmanes affichent les niveaux d'adhésion à des préjugés autoritaires, homophobes, sexistes, antisémites. Moi, je n'ai pas dit le contraire. Seulement, je dis qu'il faut toujours regarder cette critique dans son ensemble social. C'est-à-dire que l'islam arrive dans des sociétés qui ont tendance, on vient d'en parler, à se laisser soumettre par cette norme. Et c'est parce qu'ils ne réagissent pas que l'islam, finalement, porté par l'islamisme en particulier, devient aussi influent et problématique. Il y a une responsabilité de ceux qui laissent faire, mais le premier responsable... On peut l'appliquer dans tout ce que vous avez décrit dans le livre. Le premier responsable reste quand même la religion qui produit l'autoritarisme. Vous avez raison de déplorer la passivité de ceux qui... Sans cette passivité, ça n'arriverait pas. Ça n'arriverait pas. Voilà, donc, mais il y a quand même une cause première, et la cause première reste, me semble-t-il, la religion. Le débat reste ouvert de mon point de vue. Alors, vous proposez certaines mesures. Alors... rejeter alors l'idée de réforme islamique, alors là pour vous elle n'est pas, on peut pas la sauver, rejeter l'islam d'une certaine manière, et puis vous comme mesure vous proposez le classement des frères musulmans comme organisation terroriste. Alors je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça, donc ça me donne l'occasion d'en parler avec vous. Non, moi je pense effectivement qu'il nous faut appliquer ce qu'on appelle le paradoxe de Popper. Popper, c'est ce penseur autrichien qui a écrit ce livre très célèbre sur la société ouverte et ses ennemis, dans un tout autre contexte qu'est le nôtre, puisqu'à l'époque, le contexte était celui du nazisme et du péril totalitaire communiste soviétique. Et Popper, dans une note de bas de page, avertit qu'il y a un risque avec la tolérance illimitée, c'est de conforter des mouvements qui, s'ils triomphent, mettront fin au régime de tolérance auquel nous sommes attachés. Et je pense que les démocraties occidentales doivent retrouver une compétence qu'elles ont perdue, c'est-à-dire distinguer l'opposant de l'ennemi. L'opposant, c'est celui avec lequel vous êtes en désaccord
sur les moyens pour arriver à des finalités honorables. Je pense que là, on sera complètement d'accord. L'ennemi, c'est celui qui ne partage ni vos finalités, ni vos moyens, et qui est prêt à tout pour subvertir les institutions et détruire les aspects les plus honorables de votre société. On est d'accord là-dessus. Et dans ce contexte, dans cette perspective-là, je ne comprends pas, j'avoue que je ne comprends pas, pourquoi on permet à des officines qui n'ont jamais caché leurs intentions de continuer à exercer sur le sol européen. Ça reste pour moi une profonde anomalie. Et ceci d'autant plus que dans certains pays arabo-musulmans, on est beaucoup moins timide et on se fait souvent sermonner d'ailleurs par ces mêmes pays. Dans les pays Qui ne arabo-musulmans, sont pas forcément des pays libéraux, qui ne sont pas libéraux et pas démocratiques, mais qui sont en on guerre torture contre, et on tue. Bien sûr. Pour faire parler. Non, c'est pas un modèle. Le problème que l'on a ici avec les frères musulmans, c'est que c'est une confrérie secrète. Donc, trouvez-moi le moyen d'interdire quelque chose de secret qui n'existe pas. Mais tous les mouvements terroristes agissent de manière secrète. Quand quelqu'un est affilié à Daesh, il ne dit pas, il ne se tatoue pas le logo de Daesh sur son front. Il n'utilise pas des méthodes légalistes. C'est-à-dire mais ça, c'est le boulot des services de renseignement. Regardez par exemple le guide de la mosquée de Paris, qui a tout du discours frériste, d'après ce que j'en ai vu dans son glossaire, en tout cas. Il faudra que j'approfondisse un petit peu. L'idée, c'est d'agir à l'intérieur de la loi. La subversion, vous ne pouvez pas l'arrêter, l'interdire de façon formelle, parce qu'elle rentre dans un système et le détruit de l'intérieur. Donc si vous essayez de le détruire, vous vous détruisez en même temps. L'autre ennui dans le fait d'interdire la confrérie, ce serait de criminaliser et d'appuyer en fait sur le discours victimaire. Et tous les chercheurs, les journalistes qui voudront justement identifier des frères musulmans ou des proches de la confrérie, ce que j'appelle les fréristes, seront immédiatement pourchassés par leurs avocats dans un espèce de djihad judiciaire infini. Donc on ne pourra plus du tout travailler. Je pense que... Et puis ça donne un espèce de sentiment de confort. Voilà, nous avons interdit les frères musulmans, donc voilà. Et puis on ne pourra rien faire parce que... Il faut aussi les expulser, il faut les déchoir de leur nationalité, il faut les chasser. Oui, mais vous ne pouvez pas les identifier. C'est là, si vous voulez, que c'est pas qu'on n'est pas d'accord, je pense qu'il faut les combattre. Musulmans de France, mais on ne pourra pas pas les le frères faire. musulmans. Mais ils vous diront que non. Mais ils vous diront que non. On se fiche de ce qu'ils disent, on a les preuves, on a des documents qui l'attestent. Vous ne gagnerez pas en justice contre des gens qui nient absolument avoir... Ça, c'est le rôle du système judiciaire. Surtout s'ils agissent à l'intérieur de la loi. C'est ça l'islam légaliste. C'est un islamisme qui agit. C'est le rôle, effectivement, du système judiciaire que d'apporter les éléments de preuve. Mais si vous ne faites rien hors la loi et que vous travaillez par subversion, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez combattre qu'en dehors de la sphère judiciaire. Ces gens agissent dans les cadres de la loi parce que la loi permet à ces gens d'agir. Dès lors, effectivement, que leurs activités sont jugées complètement illégales et criminalisées. À ce moment-là, vous êtes obligé d'interdire une idéologie. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Pas dans une société démocratique. C'est là notre point faible. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'en Allemagne, l'idéologie nazie est interdite. Elle fait l'objet de poursuites. Et je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être le cas d'une idéologie. Parce qu'elle a déjà fait des morts. Elle a fait des millions de morts. Mais l'idéologie, entre guillemets, islamiste dont se prévaut ces organisations fait aussi des morts. Et ce qui me surprend, c'est que en France, on s'est montré beaucoup plus intransigeant à l'égard de la religion historique du peuple français. Je ne vais pas remonter jusqu'à la Révolution française, c'est peut-être pas le bon exemple. Ça, parce que là, vous revenez sur l'islam. Non, mais je fais la comparaison parce que je suis assez surpris de notre pusillanimité à l'égard d'une superstition qui est bien plus dangereuse qu'une religion envers laquelle on a manifesté une exigence bien plus élevée. Il faut quand même se souvenir que les institutions républicaines telles que les Français les affectionnent aujourd'hui sont le produit d'un combat anticlérical qui a été d'une violence inouïe, qui a été complètement refoulé d'ailleurs par la mémoire, par le discours laïque officiel sur le pacte laïque, la laïcité apaisée. Attendez, la Troisième République, ce n'était pas une dictature. On la crédite d'ailleurs d'avoir instauré les grandes libertés publiques, économiques, syndicales, de la presse, etc. Et c'est pourtant cette Troisième République qui va en 1880 et en 1902
expulsé des milliers de religieuses et de religieux lors de l'expulsion des congrégations. Alors sans doute y a-t-il des gens qui ont essayé de dire mais non, je n'appartiens pas à telle ou telle congrégation, mais peu importe. Ils ne On est décapitaient allé pas, les ils ne chercher, tuaient pas, ils ne mais terrorisaient précisément, pas. ils étaient beaucoup moins dangereux qu'ils ne l'est- que nos adversaires ou nos ennemis d'aujourd'hui, et pourtant on a fait preuve à l'égard des catholiques, des ultramontains, des papistes et Et ils autres n'avaient pas la gauche congrégations. pour allier. À l'époque, la gauche était beaucoup plus anticléricale qu'aujourd'hui. Donc on a expulsé des milliers de religieux et de religieux en 1880 et 1903. On est allé jusqu'à ficher des militaires qui assistaient à la messe. On est allé jusqu'à destituer des centaines de magistrats qui entravaient l'application des décrets anticléricaux. Que dirait aujourd'hui un Émile Combes ou un Jules Ferry ou un Gambetta s'ils voyaient ce que nous sommes devenus, notre faiblesse face à des organisations qui sont, je le répète, beaucoup plus dangereuses que ne l'était l'Église au XIXe siècle. Parce que quand Ernest Renan publie sa vie de Jésus, il ne se fait pas décapiter au XIXe siècle. Alors certes, il est sanctionné professionnellement, mais il ne le craint pas pour sa vie. Donc c'est ce décalage que je ne comprends pas. Au pays des Lumières, au pays de Voltaire, je pense qu'il faut ressusciter un anticléricalisme de combat C'est ce que virulent, vous faites. dirigé non pas contre les musulmans, encore une fois, mais contre des courants qui veulent imposer une vision littéraliste d'une religion qui produit une quantité disproportionnée de régimes tyranniques. Et encore une fois, cette entreprise, elle est dans l'intérêt de tout le monde et elle est nécessaire, je crois, au salut et à la survie de nos sociétés. Pour terminer, je note quelque chose de particulier chez vous. Donc, vous êtes un homme de droite, vous êtes un libéral. Et contrairement aux conservateurs de droite, vous ne dites pas que pour éviter l'islamisation, il faut rechristianiser. Bien au contraire. Alors, c'est un petit paragraphe en effet qui répond au sursaut judéo-chrétien que notamment M. Éric Zemmour appelle de ses voeux. Moi, je vais vous dire les choses très clairement. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas croyant, je suis plutôt athée en effet, mais je ne renvoie pas toutes les religions dos à dos. Donc, si demain on me demande de choisir entre une société de culture chrétienne, une société de culture musulmane, je choisis la société de culture chrétienne sans hésiter une seconde. Et je pense qu'on a tort de renvoyer dos à dos des religions qui ont certes toutes leurs défauts et leurs parts. C'est pas ce qui est dit. C'est de dire, d'une certaine manière, cette société s'islamiste parce qu'elle a perdu ses propres Oui, repères alors chrétiens. ça, c'est un argument en effet qu'on retrouve chez les conservateurs. C'est un argument auquel qui en plus va faire le procès des Lumières et qui va dire aux partisans des Lumières, vous voyez, c'est à cause de vous. Vous avez œuvré à la déchristianisation de la société française et donc on a perdu les anticorps pour résister à une religion conquérante parce que seule une religion peut résister à une religion. Le problème de ce discours, c'est que l'idée que le christianisme serait le seul rempart crédible à l'islamisation de l'Europe et du continent, Ils disent pas le seul, mais en tout cas le rempart le plus puissant, le plus voilà, c'est ça. crédible, parfois ils disent le seul quand même, hein. Oui, c'est vrai. Certains, oui. Cette idée-là me semble aller à l'encontre de 1400 ans d'histoire où l'islam a toujours vaincu la chrétienté partout où il s'est implanté, à quelques exceptions près. Alors, la Reconquista espagnole, ça dure pas, voilà. les Balkans, bon, il y a peut-être quelques exceptions qui invalident la règle, mais il faut quand même rappeler que l'islam s'installe dans des terres qui étaient jadis chrétiennes. L'Afrique du Nord était christianisée, l'Égypte était un pays chrétien, la Syrie, l'Anatolie, l'Arabie elle-même était christianisée. Tout ça a disparu, à tel point que les populations de ces pays cultivent aujourd'hui l'ignorance de leur passé pré-islamique avec une fierté déconcertante et peu justifiée, me semble-t-il. Donc, il y a à mon avis sur le plan de l'expérience quelque chose qui ne va pas vraiment valider cette thèse. En revanche, moi je remarque que le seul véritable moment où l'islam va voir ses fondations trembler un tout petit peu, c'est à partir de la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, avec l'expansion des idéaux de la Révolution française dans le monde arabo-musulman et le déversement de toutes les idéologies séculières, laïques, libérales et même si ça m'embête de l'admettre, les idéologies socialistes, marxistes, léninistes qui ont eu une influence très forte dans le monde arabe à tel point qu'elles ont concurrencé de manière assez crédible l'islam comme étant un système tout en s'en inspirant, c'est assez particulier. Donc, ce n'est pas au nom des évangiles, par exemple, qu'un Atatürk va, au terme de l'une des plus vastes opérations d'ingénierie sociale moderne, complètement bazarder l'alphabet arabe pour lui substituer un alphabet latin. C'est au nom de l'idéal du progrès, c'est au nom de l'idéal des Lumières. Ce n'est pas au nom des évangiles que Bourguiba va tenter de
de moderniser la condition féminine en Tunisie. C'est-à-dire que Mais ça les ne tient idées... pas. Mais ça ne tient pas. On Ça voit ne tient- qu'aujourd'hui, il y a Alors, un backlash, mais un quand retour même, en arrière. je remarque que 2 siècles de modernisation placés sous la bannière des Lumières et du progrès ont fait bien plus que 1000 ans de chrétienté pour ébranler un petit peu les institutions et les mentalités du monde musulman. Ça ne veut pas dire qu'on est allé jusqu'au bout du processus. Mhm. Ça ne veut pas dire que les Lumières ont complètement vaincu la superstition de Mahomet. Simplement, c'est pour l'instant l'idéologie qui a obtenu le plus de résultats. Et je pense que nous devrions appuyer davantage sur ce bouton. C'est-à-dire qu'il faut que le camp progressiste et libéral utilise toutes les armes à leur disposition, toutes les armes que les Lumières mettent à leur disposition pour réfuter la religion musulmane en tant que telle, par le discours critique, par la méthode historico-critique, par les outils de la science. On est en France, les héritiers d'une tradition orientaliste et islamologique prestigieuse. C'est Pierre le Vénérable, c'est à lui qu'on doit la traduction du Coran en latin en premier. On a une expérience extraordinaire en matière d'analyse historico-critique du fait islamique. Il est temps d'industrialiser cette méthode, de la mettre à disposition de tous, de la diffuser dans les écoles, de la mettre en une des médias pour que cette religion finisse par s'évanouir et afin que nos sociétés se libèrent définitivement de l'obscurantisme. Merci Fergan Aziari. Je rappelle votre livre, donc paru aux presses de la Cité le mois dernier, hein, L'islam contre la modernité. Merci. Merci à vous.